maintenant sur TPT+. Place Journal. Merci de choisir TPT+, pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Nous sommes à l'orée de la saison des pluies, mais il se trouve que la plupart des regards de la ville de Pointe-Noire sont bouchés et surtout non couverts. Le cas de ce regard situé à l'intersection de l'hôpital général Adolphe Cissé, bouché par notre incivisme chronique. C'est un reportage constat de Chivongo. Nous entendons si souvent dans les rues que le pays est commandé. Mais si un regard peut être bouché par l'incivisme des incitoyens, on craint de remettre en cause l'autorité des autorités compétentes. Et si jamais ce n'est pas un problème de l'autorité, donc c'est celui du manque de suivi du bien public, presque toujours laissé pour compte. Sinon, comment comprendre et accepter que des déchets de toute nature soient jetés dans un regard et s'il vous plaît, au centre-ville? Nous sommes dans la capitale économique, c'est à proximité de l'hôpital général Adolphe Cissé. Et dire que nous sommes à la porte de la saison pluvieuse, qu'un regard soit presque consciemment bouché, devrait nous interpeller tous, sans exception aucune. Si chacun pouvait passer par là, récupérer son ordure, le regard serait débouché et jouerait naturellement son rôle, celui de faire couler l'eau souillée, s'il vous plaît. Ce regard bouché n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres disséminés dans la ville. Pour la plupart, ces regards ne sont pas couverts. Alors, pour des mentalités rétrogrades comme les nôtres, qu'est-ce qu'on pouvait encore attendre d'un regard non couvert? Bien au contraire, il sera transformé en dépotoir, comme c'est bien le cas ici. Lesquels des Pontenégrins font comme ça? Pourquoi ne voulons-nous pas changer de mentalité? Pourquoi la propreté, le sens de l'hygiène, de l'assainissement nous font énormément défaut jusqu'ici? Nous voulons d'une chose et son contraire, des bonnes conditions de vie et l'incivisme. Si nous n'entretenons pas déjà notre centre-ville, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos quartiers précaires? Il est temps qu'on change de paradigme. La marche vers le développement est à ce prix. Au quartier Makayabou, dans le 5e arrondissement Mongompuku, les populations abonnées de la EDC sont exposées aux électrocutions. Et pour cause, des poteaux électriques endommagés, des câbles électriques sectionnés sont abandonnés au risque et péril des populations, surtout en cette saison pluvieuse qui s'annonce déjà. Reportage Chivongo. Nous sommes le 1er juin 2021, mais il y a une semaine déjà, lorsque nous fréquentions ce quartier Makayabou, nous constations ceci. Ce câble électrique sectionné et pendant, sans que ces innocents habitués à s'amuser partout ne se rendent compte du danger d'électrocution qu'ils encourent. Hélas, la SNE de Feinte se préoccupe encore certainement du dépôt des factures ou plutôt des coupures au poteau des abonnés insolvables, à raison d'ailleurs puisqu'il faut renflouer les caisses. Ce qui gêne et dérange les populations, c'est simplement le manque de diligence dans la réparation des anomalies constatées lorsqu'on sait que les pénalités sont automatiques. Non sans évoquer les délestages intempestifs dont l'obscurité accentue les actes de vandalisme. Car, disent ces populations de Makayabou, c'est souvent dans l'intermédiaire de ces délestages que les voleurs des câbles électriques opèrent. C'est des malfrats qui sont passés une nuit pendant qu'il n'y avait pas la lumière dans la zone, puisqu'il y a des coupures intempestives de temps en temps. Ils sont passés, ils ont coupé et puis ils sont partis. Ça représente un danger permanent pour tout le monde, même pour vous. Les gens de la SNE n'arrument Paris. Ils n'arrivent pas à venir arranger. En tout cas, on est émouvant. C'est un câble qui porte les gens en danger public.
Il y a eu vol de câbles il y a de cela quelques jours. Et si vous avez constaté que c'est dû aux coupures d'électricité, surtout dans notre zone, nous avons ici deux zones. La zone du bas, il y a l'électricité de temps en temps, mais dans notre zone, il y a des coupures bêtement. Aux environs de 18h, et ça se rétablit peut-être tardivement. 3h, 4h. Et voilà pourquoi nous subissons ce genre de coups. Il y a eu vol parce que le câble était juste de l'autre personne en face, mais tout d'un coup, bon, au lendemain, on se réveille, dès qu'on se réveille, on voit là, le câble on a coupé, mais nous ne sommes pas sûrs que ce sont les jeunes du quartier. Ça ne peut qu'être les agents de la SNE qui peuvent faire cela parce que ces derniers temps, nous avons constaté qu'il y a eu perturbation d'électricité dans le quartier, à partir de 20h jusqu'au moins à minuit. Mais c'est à partir de ces jours-là que nous avons constaté qu'il y a eu un câble de haute tension qu'on a coupé et tout. Ce n'est pas tout. Dans le même quartier, les populations abonnées de la SNE nous ont fait voir d'autres anomalies tout aussi graves. Des poteaux électriques complètement amortis qui ne tiennent plus qu'à travers ces cordes placées, certainement par des citoyens de bonne foi. Lege boa baba ne fait que sakan ba kamino ke lutawa muklen pu foave na faso yai mena ben voter ba ke voter ba yima ke ko ba me ko mvonde ba ka ku kipeka ba famille ba u ba kencha ba u na ba banya ba awa ba ke fiza ba putu ba ke kuenda bet ko face poto de puya mese zengana kuzengana babana fietu ke sakana minga en cas de si poto kubwa betke sala faso kurole mvuluke no kaka wa betke vanda vrana pasi ba maske fuluka na mabodo kune betnyoske vanaka mal à l'aise vraiment bet na zonzana ba pange beto bato l'état ba kuitadir ko betka ya poto yai. Même devenu énergie électrique du Congo, notre société d'électricité n'a toujours pas fait preuve de management opérationnel concernant les questions de maintenance et d'entretien conséquent de leur réseau électrique. Ces câbles sectionnés, laissés à la traîne, ces poteaux électriques courbés, retenus par des cordes de fortune, disséminés dans ce quartier Makayabou, ne sont peut-être qu'un échantillon du désordre et danger électrique dont sont soumis nombre des quartiers de la ville capitale économique, faute ou de contre-performance ou d'incompétence de la EDC. Volet éducatif à présent. Pendant ce mois de septembre, les parents devraient déjà s'organiser pour les préparatifs de la rentrée scolaire. Il y a de ceux prévoyants qui s'activent à acheter des fournitures scolaires, certainement parce qu'ayant un peu dans la poche. D'autres traînent les pas, certainement faute de crise économique et financière qui traverse le pays. Mélano Royal et Mouriac Lobonzi pour ce reportage. Certains parents prévoyants s'attellent déjà à la préparation de la rentrée scolaire de leurs enfants, afin de ne pas être surpris par des événements inopinés, ni subir le stress que subissent les autres parents non prévoyants à la veille de la rentrée des classes, surtout avec les temps qui courent. Moi, je fais ça pour que je sois surpris, pour que je ne sois pas coincé, quoi. Je dis que petit à petit, je fais mes économies et si je trouve 500 francs, 10 000 francs, 5 000 francs, je vais acheter. C'est comme ça que je fais. Je sais que nous sommes déjà à la rentrée dans quelques jours. Donc je dois apprendre à s'organiser et que les enfants partent déjà à l'école à temps. Ce n'est pas une question de prévoyance, mais plutôt du gain, c'est-à-dire de la façon dont chacun gagne son argent, s'est exprimée une parente d'élève. Il y a un problème qui est là, ou bien qu'on sombre avant. Il y a une possibilité na ye. Ma coquille à moto. Moto soka zui de ambongo na ye, ayi a sombi, a tongisi a tinandako. Parce que ceux qui par exemple même na bana ou 5 ou 6, au cause de la dikute. Donc ozimo andambo osombi obombi. Ozimo andambo sombi obombi. Là koko ma momango wane koki. Donc yo owa sutuka ke biloko nyoso tout et c'est ekoki. Donc ni wana tozomo na ba parents misusu ba déjà basi bazui mo mbongo na bango bazoya bazosomba mwa ndambo bazosomba bazobomba ti tango lera ngo ekokoka abimisi bana bakele l'école. De leur côté, les vendeurs ont du mal à faire écouler leurs marchandises, mais ils gardent tout de même l'espoir qu'à quelques jours de la rentrée, il y aura peut-être un peu plus de clients et certainement de l'engouement. Bon, cette année-là, il y a un peu la baisse parce qu'avec le test sanitaire, tout ça, là, le coronavirus, ça gangrène un peu, mais tout ça se passe un peu bien. Et nous aussi, nous y croyons que ça va bien se passer, comme l'année passée. Donc nous attendons seulement.
S'y prendre à l'avance ou à la veille, l'enjeu ultime c'est que les enfants aient leurs fournitures scolaires nécessaires en vue de ne pas manquer le premier jour de la rentrée des classes. Car le passage en classe supérieure se prépare dès le premier jour de la rentrée. Autre chose dans ce journal, comment expliquer qu'après 61 ans d'indépendance, identifier légalement les citoyens dans notre État demeure une problématique au point que tous ceux de nos concitoyens qui n'ont pas de pièce d'identité, qui donc nationalement ne sont pas identifiés, communément appelés les corbeaux, se plaignent dans ce reportage de Milano Royal. Suivons. Nombreux sont ceux des Congolais qui ne sont pas détenteurs d'une carte nationale d'identité. Le commun des mortels congolais les appelle vulgairement des corbeaux. Cela n'est pas pour autant dû à un manque manifeste de volonté, ni de négligence, ou encore du fait de ne pas s'être fait identifier, mais plutôt à cause d'une série de difficultés inhérentes à son obtention. L'obtention de cette pièce vitale à la vie d'un citoyen au Congo et à Pointe-Noire en particulier, puisque nous y sommes, est un véritable casse-tête chinois. Un tel casse-tête chinois qu'après moult tentatives infructueuses, bon nombre de citoyens congolais se sont lassés de courir derrière l'obtention de la pièce d'identité nationale, dépités par toutes les tracasseries auxquelles ils ont eu à faire face, mais en vain. J'ai 25 ans d'âge, mais je n'ai pas encore d'identité. Je suis fatigué, lorsque je pars à la mairie, on va faire des tours. Tu reviens demain, tu donnes 2000, tu donnes ceci. Donc, malheureusement, nous avons des difficultés pour avoir l'argent, mais nous on complique à la mairie. Alors que la carte d'identité, c'était une carte qui était tellement facile à tout citoyen congolais pour en avoir. Mais chez nous ici au Congo, c'est le contraire. Pour en avoir, il faut que tu trouves un parent, peut-être à la mairie ou peut-être là quelque part, pour en avoir une carte d'identité. Les pièces d'identité au Congo, c'est devenu un luxe. Or que par ailleurs, sous d'autres cieux, c'est des trucs au moins pour, je pense, une journée ou 2 jours, tu peux en avoir. Mais chez nous ici, il faut attendre. Tel que là, je vous parle là, je reviens de Lumumba. Mais je l'ai fait depuis décembre 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu ma pièce. Et on m'a dit de repasser encore en octobre. Donc, est-ce qu'à ce niveau, le pays peut marcher vraiment? Pour avoir une pièce d'identité, il faut uniquement la pièce d'identité. Maintenant, si on passait par des passeports, on est tous confondus en ce net moment. Tous confondus en ce net moment. Donc vraiment, on ne sait plus. Il y a même des étrangers qui ont des pièces d'identité. Mais par contre, les Congolais, en ce net moment-là, si vous pouvez interroger au moins même 10 Congolais qui passent ici, là, ils vous diront qu'ils n'ont pas de pièces d'identité. Il y en a d'autres, si vous partez à Lumumba là-bas, ils ont des cartons. Des pièces et des cartons d'identité. Mais les gens sont tellement trop fatigués pour, c'est-à-dire aller, revenir, venez demain, venez après-demain, venez demain, venez après-demain, et la personne est fatiguée. Les démarches administratives, peu importe leur nature, requièrent d'avoir une pièce d'identité nationale. Vous ne seriez donc pas surpris d'entendre que plusieurs projets ont échoué et que de nombreux rêves ont été brisés par manque de livrets. Sans parler des interpellations de la police auxquelles il faut toutefois se justifier, et pas seulement. Même pour les plus opiniâtres, l'espoir finit par s'effriter au fur des allers-retours, toujours classés sans suite. L'enthousiasme laisse vite la place à l'amertume. En fait, c'est aberrant parce que on est des citoyens congolais, voyez-vous. Et la carte d'identité, c'est quelque chose qui est très spécial pour se présenter dans les administrations et tout ça. Mais en ce moment, on constate qu'on a plus de difficultés pour en avoir dans nos communes. On a vraiment des difficultés et on a souvent tendance à même dire que le passeport devient plus facile que la carte d'identité. Et on devrait revoir ce problème-là. Parce que quand on voit la majorité des Congolais ont toujours du mal avec la carte d'identité. Il y a des identifications des SIM, on a toujours ce problème-là. Alors, franchement, les autorités compétentes doivent revoir ce problème-là. On ne sait pas qu'est-ce qui est à la base de cet échec-là, mais sauf que c'est aberrant, ça fait mal. Ça fait mal de se promener comme ça sans carte d'identité. Quand vous êtes interpellé par la police, on vous demande de montrer votre carte d'identité, vous n'en avez pas en fait. Donc vous marchez comme ça. En fait, vous n'êtes pas congolais parce que vous n'avez pas votre identité en vous. Parce que qu'est-ce qui prouve réellement que vous êtes congolais? C'est votre carte d'identité. Mais quand vous n'en avez pas, là c'est un problème. Donc je peux douter de votre identité.
Ne pas avoir une carte nationale d'identité, c'est presque vivre dans la clandestinité, sans aucun moyen de prouver son identité. Cette situation dure depuis plusieurs années sans vraiment que cela ne préoccupe les autorités en charge. Curieusement, quand arrive la période des différentes élections législatives ou présidentielles, la carte nationale d'identité s'obtient plus facilement. Pourquoi donc cela est-il autant difficile de l'obtenir au lendemain de ces différents scrutins, au point d'en donner des maux de tête aux Congolais? Une carte d'identité, depuis Bongo, bon, les autres même que non, 90% des Congolais qui viennent avec une carte d'identité. Livré dans le coup de matal marqué. À mes 27 même dans le moment, il y a un vote, il y a Collinet, il y a qui député, mais tu peux ça, une carte d'identité, c'est ce que alors, mon élève, mon salaire payé, mais carte d'identité qui est venue, mon élève congolais. Donc, si vous vérifiez bien, vous vous demandez tête par tête, il y a une carte d'identité qui est venue. Vous avez un récépissé, mais carte d'identité pour bien voir, ce qui est gratuit. Comme dit, faut moi m'aider sur baiki. C'est pas ça. On est des citoyens congolais. C'est la même pièce d'identité congolais. Est-ce qu'il est bien? Le comble, c'est qu'il semble toujours y avoir silence radio lorsqu'il faut aborder cette problématique. Il n'y a aucune communication. Les Congolais n'ont-ils pas le droit de savoir ce qu'il en est exactement? N'ont-ils surtout pas le droit de détenir une carte nationale d'identité? Autant de questions qui mériteraient d'être mises sur la table. Selon la législature du travail, lorsque l'employeur ne répond plus à ses obligations, les employés peuvent revendiquer leurs droits au travers d'une grève légale. Mais il est prévu une disposition propre à faire que les deux parties trouvent ensemble des solutions. C'est le dialogue social. Dans cet éditorial, notre reporter Tivongo pose la problématique que voici: grève et dialogue social, aliénation des droits des salariés. Suivant. La vie en général est régulée par un ensemble de normes ou des process en vue de la rendre vivable sur Terre. Et la vie est organisée en plusieurs secteurs d'activité dont chaque secteur répond à des process, le cas ici du secteur de l'emploi. Il est l'équilibre des droits et devoirs de chaque partie, entendu l'employeur et l'employé, sinon le patron et le salarié. Toutes les fois que cet équilibre fera défaut ou est trahi par l'une des parties, ipso facto, une partie se sentira lésée et dès lors, il y aura grincement des dents. C'est à partir de là qu'on parle de grève ou qu'on fait recours à la grève. Si c'est le patronat qui n'a pas respecté un process ou une norme concernant les droits ou les avantages sociaux du salarié. Par exemple, non-respect de l'échéance mensuelle de paiement, cumulation des mois impayés, mauvaises conditions de travail, non-déclaration des salariés à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, bref, paiement des salaires sans bulletin de paie. Des fautes punies par la loi conformément au Code du travail. La grève étant définie comme une entente ou un accord des salariés d'une profession quelconque pour cesser leur travail jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une augmentation de salaire ou certains autres avantages revendiqués. L'on dira, mais si c'est le patron qui est lésé dans ses droits, que faire? Lui aussi doit faire recours aux moyens de pression qui n'est autre que la grève. La réponse tout de suite, c'est non. Le patron ne fait pas de grève ou ne fait pas la grève, car il porte naturellement l'autorité. Une autorité patronale garantie par des textes qui réglementent la vie en entreprise contenus dans le règlement intérieur. Tout salarié contrevenant à ces textes est digne de sanctions. Et des sanctions allant de l'avertissement au licenciement, en passant par le blâme, la mise à pied et la suspension de contrat. Voilà la marge de manœuvre de l'autorité dont jouit le patron sur son personnel. Et bien souvent, il en abuse, hélas. Et bon nombre de salariés congolais ont vu leurs droits être bafoués au vu et au su des autorités compétentes. Dommage. Dans l'optique de trouver un terrain d'entente entre patronat et salariés, en cas de non-respect des règles du jeu par le patron, il a été institué une disposition sociale dénommée dialogue social.
Un bon instrument pourtant, mais qui est certainement mal exploité par le patronat, qui semble ne tirer que la couverture de son côté lors des négociations. Au point que la bonne volonté, la bonne compréhension et la bonne foi des salariés lors de ces négociations font que ces salariés se retrouvent si souvent à des années entières impayés, au grand mépris du Code du travail, qui stipule en son article 86 que le salaire présente un caractère alimentaire et constitue pour beaucoup de cas le seul revenu du salarié. Voulant dire que ne l'avoir pas payé ce salaire, c'est l'inciter, lui, le salarié donc, et sa famille, à aller voler. S'il vous plaît, à aller arnaquer pour manger. Sinon, il fait comment ce salarié avec sa petite famille qui ne compte que sur lui pour prétendre manger, étudier, se soigner, s'informer, se distraire et j'en oublie. Sans encourager, bien entendu, les voleurs innés et professionnels. La plupart des dialogues sociaux semblent être contre-productifs pour n'avoir accumulé que l'ardoise de l'État ou d'une entreprise privée quelconque envers ses salariés. D'où la question de savoir, en cas de grève, faire recours au dialogue social, n'est-ce pas un moyen démagogique à l'effet d'aliéner simplement les droits des salariés? Car, pour tout dire, la plupart des recommandations qui ont sanctionné ces dialogues sociaux à travers le pays n'ont presque jamais été réalisés, telles des promesses. Non, cher patron, entendu, l'État ou les privés. Le dialogue social ne doit pas être un moyen pour faire le gang, pour tromper les salariés ou pour faire passer le temps qui finit toujours par être rattrapé par des salariés affamés, mais un levier social pour atténuer tant soit peu les tensions socio-professionnelles dont le gouvernement Makosso est appelé malheureusement à faire face en prenant des résolutions mesurables, justes et honnêtes pour que vivent les salariés et les entreprises congolaises. Au Burundi, jusqu'au 14 septembre, tous les élèves d'école à internat doivent se soumettre à un test PCR pour limiter la propagation de l'épidémie du Covid-19. Africa News pour ce reportage. Au Burundi, le gouvernement a lancé une campagne de dépistage contre la Covid-19. Jusqu'au mardi 14 septembre, tous les élèves d'école à internat doivent se soumettre à un test PCR pour limiter la propagation du coronavirus. Vendredi dernier, de longues files d'attente se formaient déjà au petit matin dans le centre de dépistage du quartier de Sokarti, dans une commune au nord de la capitale, Bujumbura. Vers 10 h du matin, plus de 400 élèves avaient déjà été dépistés, et ce à la grande satisfaction du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Les élèves ont répondu massivement, comme vous le constatez, et nous allons travailler pour pouvoir permettre à ces élèves d'accéder au dépistage facilement. Et nous avons organisé, interpellé les responsables des sites de privilégier les élèves. Certains élèves étaient accompagnés de leurs parents lors de cet exercice de dépistage. Pour Désiré, un père de 4 enfants, cette campagne est nécessaire pour éviter une propagation en milieu scolaire. En tant que parents, nous avons bien accueilli la mesure de dépister nos enfants. À ceux qui ne l'ont pas encore compris, nous leur demandons de se présenter massivement. Les élèves sont quant à eux conscients de la dangerosité de la Covid-19. Certains craignent même que leur scolarité ne soit perturbée si testés positifs. Ça va beaucoup m'affecter car c'est le moment de se préparer au concours national. Le personnel enseignant et encadrant est également concerné par cette campagne de dépistage massif. En Afghanistan, plus de 9 ménages sur 10 n'ont pas assez de nourriture, a alerté l'ONU vendredi à quelques jours d'une conférence destinée à lever les 606 millions de dollars dont l'organisation a besoin d'ici fin 2021 dans ce pays. France 24 pour ce reportage. Un vol commercial à l'aéroport de Kaboul en provenance du Pakistan. À son bord, seule une dizaine de personnes, mais déjà un premier signe de normalisation, veulent croire les Afghans, après le retour des talibans au pouvoir. Car les défis pour redresser le pays sont immenses.
Depuis la prise de Kaboul le 15 août, 93% de la population dit ne pas manger à sa faim. Les prix de produits de première nécessité ont flambé ces derniers mois à cause d'une importante sécheresse. D'après le Programme alimentaire mondial, il faudrait 200 millions de dollars pour nourrir 14 millions de personnes d'ici décembre, soit un tiers de la population. Avant l'arrivée des islamistes au pouvoir, 43% du PIB était financé par la communauté internationale. Or, ces actifs sont désormais gelés par défiance au régime. Nous dénonçons cette posture parce que nous considérons à Action contre la faim qu'il faut bien distinguer les préoccupations d'aide humanitaire de posture politique et ne pas subordonner l'aide au caractère fréquentable ou pas de tel ou tel gouvernement. Cet hôpital, l'un des plus importants de Kaboul, est l'une des premières victimes du gel de l'aide internationale. Ici, on manque de tout désormais, même d'ambulances, obligeant les familles à transporter elles-mêmes leurs blessés. We will face a shortage of medicine, consumable and medical equipment. Day by day, we feel it and we face it. L'autre inquiétude concerne les déplacés afghans qui fuient le régime taliban. Par exemple, seules quelques dizaines seulement ont pu traverser la frontière avec le Tadjikistan. Environ 300 000 Afghans ont quitté leur maison depuis 2 mois et se trouveraient en très grande précarité selon l'ONU. Dernier virage de ce journal. Les habitants de l'ouest du Niger sont victimes d'attaques incessantes de la part des djihadistes. Le président Mohamed Bazoum s'est déplacé dans la région d'Anzourou pour les rassurer. Africa News. Suivant. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a rendu visite aux habitants de la région d'Anzourou qui sont en proie à des attaques djihadistes meurtrières qui ont contraint notamment les agriculteurs à abandonner leurs champs. Le chef de l'État les a assurés de son soutien et de sa volonté de prendre le problème à bras-le-corps. Vous nous avez demandé d'améliorer le maillage, la façon d'occuper le territoire. J'ai noté également cela. Mais ce que je veux vous dire, le plus, c'est que nous allons remédier au problème à la racine en prenant en charge Inates autrement que nous l'avons fait jusqu'à présent. Et de la sorte, nous allons fermer la porte par laquelle les terroristes viennent ici. L'objectif est de sécuriser rapidement la commune d'Inat qui borde la frontière avec le Mali et qui est devenue le principal point d'entrée des terroristes au Niger. L'insécurité a impacté négativement notre vie et notre région, explique cet habitant d'Anzourou. Nous demandons aux autorités de tout faire pour éradiquer cette insécurité qui nous coûte cher. Ils ont tué nos maris, ils ont brûlé nos réserves de céréales, ils ont emporté tout notre bétail, donc nous n'avons plus de vie. La présidente de l'association des femmes d'Anzourou explique que les gens ont été obligés d'abandonner leurs champs et de se réfugier dans les villages. Et malgré tout, la traque se poursuit jusque dans les maisons et les mosquées. Selon une estimation de l'organisation Human Rights Watch, publiée au mois d'août, plus de 420 civils ont déjà été tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.